Bonjour François-Xavier Chiquel. Bonjour Adèle Rosner. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous nous parlez aujourd'hui de Donald Trump des États-Unis. Oui, alors tout à fait, et plus particulièrement de la suspension de l'aide extérieure américaine. En effet, le jour de sa prise de fonction en tant que 47e président des États-Unis, Donald Trump a immédiatement signé un certain nombre de décrets présidentiels. Certains étaient attendus de longue date, mais d'autres ont pris tout le monde de court, à commencer par ses opposants particulièrement bruyants dans nos médias. Parmi ces mesures, on distingue une trame, réduction de l'administration fédérale, chasse aux coûts inutiles, respect des valeurs fondatrices des États-Unis. Ainsi, tout financement lié de près ou de loin à de la discrimination, même si elle est dite positive, a tout bonnement a été supprimé, entraînant près de 2 milliards d'économies en quelques heures. Ces politiques onéreuses et décriées par l'administration Trump ne s'appliquaient pas uniquement sur le sol américain, et ainsi la Maison-Blanche décida de geler instantanément l'assistance humanitaire internationale afin de trier le bon grain de livret. Et en quoi des programmes donc d'aide humanitaire pourraient-ils entrer dans un débat partisan aux États-Unis? Eh bien, en théorie, il ne devrait pas. Les principes mêmes du droit humanitaire, tels que définis par la Croix-Rouge, imposent une obligation d'impartialité et interdisent d'orienter l'aide pour servir un agenda politique. En réalité, on sait que tous les États se servent de l'aide extérieure pour asseoir leur influence. En revanche, la gauche occidentale a été encore plus loin en ne souhaitant pas simplement défendre ses intérêts nationaux, mais changer en profondeur le tissu social des pays qu'elle dit vouloir aider, parfois même aux dépens des citoyens du pays donateur. Et est-ce qu'on peut donc estimer que Donald Trump souhaite réduire la présence des États-Unis sur la scène internationale? Alors, je suis actuellement à Londres pour l'ARC, qui est une grande conférence des conservateurs occidentaux. Et hier matin, Mike Johnson, président de la Chambre des représentants américains, nuançait radicalement cette inquiétude. Les États-Unis ont bel et bien gardé à cœur la défense des libertés et la lutte contre la pauvreté, mais pas aux dépens du peuple américain qui fait face à des dangers intérieurs comme jamais dans son histoire. Alors, contrairement à ce qui a été entendu dans l'hystérie collective qui a suivi cette décision, cette suspension de l'assistance extérieure des États-Unis n'a été décrétée que pour 90 jours et n'englobe pas certains programmes d'aide alimentaire ou de médecine d'urgence, par exemple. Nous allons essayer de comprendre ici les tenants et les aboutissants politiques et humanitaires de cette mesure, et particulièrement son impact sur la zone qui nous intéresse, à savoir l'Orient. Il faut juste rappeler que l'aide américaine représente près de 40% de tous les efforts humanitaires déployés sur la planète. Alors, ça leur confère une responsabilité majeure dans la stabilité des régions entières du monde, mais également un pouvoir non négligeable sur un bon nombre de gouvernements. Et est-ce que l'un peut exister sans l'autre? Alors, clairement non. Dès sa création, l'assistance américaine exprimée par le plan Marshall pour soutenir la reconstruction européenne était déjà entièrement conçue pour rendre dépendante l'Europe et endiguer le communisme. C'est dans son ADN. Aujourd'hui, Donald Trump s'appuie sur la théorie politique du choc théorisée par Naomi Klein afin d'opérer des changements brutaux et radicaux. Avec sa volonté annoncée de ne plus faire couler le sang de jeunes Américains dans des conflits interminables, le soft power sera d'autant plus important afin de garantir la place des États-Unis sur la scène internationale et obtenir les effets désirés par son gouvernement. On en voit d'ailleurs très clairement les prémices ici. Donald Trump ne se cache aucunement de conditionner l'aide américaine envers la Jordanie et l'Égypte à l'accueil de 2,2 millions de réfugiés palestiniens. Hmm. Alors que les discussions pour envisager une issue au conflit ukrainien débutent aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé il y a quelques minutes, en Arabie Saoudite, entre Russes et Américains, il est certain que les investissements de reconstruction seront également sur la table à un moment donné, ainsi que dans de nombreux autres bras de fer que le président américain s'est engagé à mener, notamment vis-à-vis des pays composant l'arc chiite ou en Asie du Sud-Est. Et donc, est-ce que au final, il faut voir l'UCED comme un danger pour la souveraineté des peuples à travers le monde? Alors, il faut certainement être réaliste sur les objectifs des États-Unis, parfois alignés avec les nôtres et parfois fondamentalement opposés à nos intérêts. Il en est de même pour tous les peuples du monde. Aujourd'hui, 14,6 millions de Syriens nécessitent une aide humanitaire. Et avec la suspension de 4,2 milliards de dollars alloués à la région, le programme alimentaire mondial a dû réduire son aide de 40%, mettant en danger 2 millions de personnes. Au Liban, où 1,5 million de réfugiés représentent près d'un quart de la population, les investissements américains permettent de soutenir 35% de la population, dont 90% de réfugiés. La Jordanie, qui accueille 675 000 réfugiés, voit 50 000 enfants potentiellement privés d'éducation ces prochains mois si les aides humanitaires ne sont pas reconduites. En Irak, près d'1,2 million de déplacés internes sont pris en charge depuis des années grâce à l'aide reçue des agences internationales et principalement financée par les États-Unis. Alors que la région cherche à retrouver un équilibre après une succession de conflits et de crises politiques, un tel séisme financier à court terme ne peut rien représenter de bon ni pour ses habitants ni pour l'Europe. En revanche, il faudrait que cette nouvelle feuille de route de l'USAID, l'agence de développement américaine, favorise des programmes de développement véritablement pérennes et plus une mise sous perfusion économique de gouvernements de facto vassalisés. On peut en tout cas que se réjouir de la fin d'une vision paternaliste de l'action humanitaire
qui ne pouvait que nous rappeler le triste discours de Jules Ferry, le 28 juillet 1885 à l'Assemblée nationale, et prenant un devoir des peuples soi-disant supérieurs à civiliser les peuples inférieurs. Le wokisme n'étant qu'une nouvelle forme de colonialisme sociétal, nous ne pouvons qu'accueillir avec entrain une nouvelle ère dans laquelle l'aide apportée s'appuiera avant tout sur le respect de l'autre, de sa culture et de ses différences. C'est d'ailleurs ce qu'ont très bien compris depuis des années les grands mécènes des pays non alignés et dont l'influence se fait plus forte chaque jour. Si nos pays souhaitent se tenir demain aux côtés des peuples aujourd'hui en développement, il est urgent de reconsidérer toute notre chaîne d'action humanitaire. Merci beaucoup François-Xavier Giquel pour cette chronique, donc en partenariat avec SOS Chrétiens d'Orient. Je le rappelle, bon courage pour ces conférences à Londres, qui seront, je n'en doute pas, très intéressantes. Puis vous nous en ferez peut-être un compte rendu une prochaine fois. Avec Merci beaucoup et à très bientôt.